Bonjour. C'est avec une profonde émotion que nous sommes venus aujourd'hui nombreux devant la prison d'Orion pour commémorer le 80e anniversaire d'un acte de résistance peu connu, mais qui mériterait de figurer dans les livres d'histoire et d'être enseigné à notre jeunesse dans les écoles, les collèges et les lycées. Dans la nuit du 13 août 1944, un commando de résistants courageux, habillés avec des uniformes d'officiers et de soldats de la Gestapo allemande, a réussi à pénétrer dans la prison, à maîtriser les gardiens et à ouvrir la porte des cellules d'une petite centaine de patriotes condamnés à une mort certaine. Durant la nuit, une rumeur s'était répandue dans notre cellule qui disait que quelques-uns d'entre nous, dont je faisais partie, avaient combattu contre les troupes allemandes au Montmouchet. Ils avaient été enregistrés dans la prison sous la rubrique « terroristes ». Or, à l'époque, tous les terroristes étaient fusillés. Les autres patriotes, hommes et femmes, qui avaient commis des actes de résistance contre l'État français ou contre les collaborateurs complices des atrocités allemandes, devaient être déportés dans des camps de concentration en Allemagne. Vers 4 heures du matin, la porte de nos cellules étant ouverte, nous nous sommes précipités vers les libertés chères à Aragon et fondatrices de notre République. Aujourd'hui, j'ai 96 ans, je suis sans doute le seul survivant capable de vous raconter un peu de cette époque et la nuit historique que nous avons vécue à l'intérieur de la prison. Mais la fatigue et l'émotion m'empêchent de vous lire ce discours, alors je l'ai écrit et M. Julien Perrin, maire de Saint-Georges-de-Mons, a accepté de le lire à ma place et je l'en remercie. Mais avant que M. Julien Perrin ne vous lise mon texte, je crois nécessaire de vous préciser qui je suis. Alors, je me présente. Je m'appelle Jean Zilberman et je suis né en 1928 à Paris, à proximité de la Tour Eiffel, par un beau dimanche de Pâques. Mon nom de famille est celui d'ancêtre juif que je n'ai jamais connu, dont je ne sais rien et dont mon père ne m'a jamais parlé. Pour épouser ma mère, il avait dû devenir apostat, c'est-à-dire renoncer officiellement à sa foi et à sa religion, ce qui ne lui posait aucun problème puisqu'il était laïque et républicain. Du côté maternel, ma mère et toute sa famille étaient de religion chrétienne. Dès ma naissance, mes parents m'avaient élevé et éduqué strictement selon le dogme et les rituels de l'Église catholique romaine tels qu'ils se pratiquaient à cette époque. Je vous demande de m'excuser pour cette parenthèse égocentrique mais nécessaire avant que mon ami Julien ne vous lise mon discours. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec une profonde émotion En 1939, j'habitais seul à Paris avec ma mère. En 1945, mon père, ancien combattant, blessé durant la Première Guerre mondiale, avait été mobilisé et envoyé à Dunkerque. Lorsque les armées allemandes envahirent le nord de la France et se dirigèrent vers Paris,
la population fut prise de panique et se rua vers le sud. Ce fut le grand exode. Dans un train, Paris-Clermont, bondé de monde, ma mère m'emmenant en Auvergne, au Martre de Verre. Démobilisés au pied des Pyrénées, il nous rejoignit et quelques mois plus tard, nous montions à Vic-le-Comte, où ils avaient trouvé une maison où nous pouvions nous loger. J'allais chaque jour en train, puis à vélo jusqu'à Clermont-Ferrand, au lycée Blaise Pascal. Le 11 novembre 1942, les Allemands envahirent la zone sud. La République fut annulée et remplacée par l'État français dirigé par le maréchal Pétain. L'esprit de résistance contre l'envahisseur anima alors plusieurs d'entre nous. Je participe en tant qu'auxiliaire de maquis à différentes petites actions de résistance. En mai 1944 est organisé à Vic-le-Comte un départ pour le maquis du Mont-Mouchet. Le 10 et 11 juin, je participe au combat et avec quelques compagnons, nous réussissons miraculeusement à échapper à l'encerclement total des maquisards. Ordre nous est donné de rentrer chez nous pour attendre de nouvelles instructions. Partout, sur toutes les routes et sur tous les chemins, la milice et la Gestapo cherchent à arrêter les maquisards en fuite, ce qui nous oblige à faire très attention et à ne marcher que la nuit. Au bout d'une quinzaine de jours, j'arrive enfin à la maison. Le 16 juillet, Vic-le-Comte est encerclé par la milice et les gendarmes mobiles de réserve. À 6 h du matin, la porte de notre maison est enfoncée par les miliciens qui viennent pour m'arrêter, car j'ai été dénoncé comme étant un maquisard venu du Mont-Mouchet. Ils ne font pas le détail et arrêtent également mon père et ma mère. Menottes au poignet et enfermés dans des camions, nous passerons ainsi la journée dans plusieurs villages où d'autres résistants seront arrêtés. Et en fin d'après-midi, il y a 3 camions pleins d'otages qui arrivent et s'arrêtent devant les portes de la maison d'arrêt de Clermont-Ferrand. On nous fit descendre des camions entre 2 rangées de gendarmes et entrer un par la porte principale de la maison d'arrêt. On me conduisit dans une cellule où il y avait déjà 4 personnes, des hommes, qui étaient sans doute des voyous de droit commun arrêtés pour un vol ou autre crime. Quand la porte de l'étroite cellule fut refermée, ils me poussèrent contre le mur afin de m'interroger. Je leur montrai mes mains encore gonflées par les menottes et j'avais dû supporter presque toute la journée. Et je leur expliquai pourquoi et comment j'avais été arrêté par les miliciens et des gendarmes. Ils me montrèrent alors qu'ils acceptaient ma présence. Au bout de quelques jours, les gardiens rassemblèrent à nouveau tous les politiques. C'est ainsi qu'ils appelaient tous ceux qui avaient été arrêtés le 16 juillet. Entre 2 rangées de gendarmes, on nous fit monter dans des camions qui furent bâchés et qui démarrèrent le voyage. Ne fut pas très long et environ une demi-heure après, les camions s'arrêtèrent et on nous fit descendre devant un grand bâtiment. Nous étions à Riom. On nous fit rentrer sans ménagement dans la prison et je me trouvais dans une grande salle avec environ une trentaine d'autres prisonniers, dont mon père. Dont mon père que je retrouvais avec joie pour la première fois depuis notre départ de Vic-le-Comte. La préparation, l'organisation et la réalisation de notre évasion a été largement décrite par le livre de Jean Bach. Toutefois, des études récentes ont montré que ce livre contenait quelques erreurs et des omissions. À ma connaissance, aucun document ne décrit la vie des prisonniers à l'intérieur de la prison. Je suis sans doute l'un des derniers survivants à vouloir vous en parler aujourd'hui. La prison d'Orion avait pour mission d'héberger aussi les prisonniers politiques. C'est entre ces murs, dans cette prison, les détenus politiques étaient destinés soit à partir en convoi vers les camps de la mort, soit être purement et simplement fusillés. Contrairement à ce à quoi je m'attendais, ce n'est pas dans une cellule que je fus dirigé, mais dans une grande pièce, éclairée par plusieurs fenêtres, bien entendu munies de solides barreaux. Dans cette pièce, à ma grande joie, je retrouverai mon père, ainsi que Abel Marcollet, un résistant de Vic-le-Comte, arrêté en même temps que nous, mais aussi une trentaine d'autres personnes que je ne connaissais pas. Sur le sol, il y avait des paillasses et des couvertures empilées, et chacun des nouveaux arrivants avait le droit d'en prendre une, ce que je fis avant de m'installer dans un coin à côté de mon père. Il faisait chaud, et malgré les fenêtres ouvertes, il régnait une atroce odeur de latrine, dont je compris très vite la raison. Pour les besoins naturels, les prisonniers, nous disposions de seaux, comme à Clermont-Ferrand, mais en nombre très restreint, insuffisant pour les personnes présentes, et nous devions jeter le contenu des seaux dans un grand bidon situé au centre de la pièce. Et ce dernier n'était vidé que le soir. Oui. Les journées étaient interminables, car elles n'étaient ponctuées que par les gamelles du midi et de soir, toutes si immangeables que celles de Clermont.
et par la promenade en rond dans la cour une demi-heure par jour, nous maintenir en forme, un grand gaillard avait organisé des cours de gymnastique auxquels je participais. D'autres avaient fait des jeux de dames avec des bouts de papier. D'autres chassaient les moustiques et les cafards. Enfin, chacun essayait de tuer le temps. Mais il faisait chaud. La pièce sentait mauvais. Et surtout, nous ne savions pas ce qui nous attendait. Parfois, dans la nuit, nous entendions des hurlements de douleur et nous comprenions trop bien ce qui se passait. Un matin, vers 6 heures, ce sont des coups de feu qui me réveillèrent. Très vite, nous nous sommes regardés car nous avions tous entendu et nous avons compris que les miliciens venaient de fusiller quelqu'un. Peut-être celui que nous avions entendu hurler quelques jours plus tôt, peut-être quelqu'un d'autre. Mais ce jour-là, nous avons compris que notre tour pouvait venir à tout moment. Chaque fois que la clé du bâton se faisait entendre dans la serrure, j'avais très peur. Et mon père me réconfortait de son mieux. Il devait sans doute avoir aussi très peur, mais il ne me le laissait pas paraître. Et il détournait la conversation en parlant de maman. En parlant de maman dont, évidemment, nous n'avions aucune nouvelle. Entre prisonniers, nous ne discutions que des petits problèmes, au jour le jour, car nous savions que dans chaque chambrée pouvait se trouver un ou plusieurs faux prisonniers, mais vrais miliciens, placés là pour espionner et essayer de récolter des renseignements. On les appelait les moutons. Mais dans l'ignorance de ce qui était ou n'était pas un mouton, l'atmosphère était très lourde. Chacun soupçonnant l'autre, on échangeait guerre entre nous. Quand on nous questionnait, ce qui arrivait une ou deux fois, ma position fut claire. J'étais lycéen et j'avais été arrêté sur une dénonciation dont j'ignorais toujours la raison ou le motif. Je n'avais jamais mis les pieds au maquis, je n'avais pas quitté mes études au lycée avant les vacances. Début août, on nous fit sortir un à un dans le couloir. Une table avait été dressée sur les tréteaux et plusieurs miliciens étaient assis derrière la table, entourés par des matons. Devant celui qui devait être le chef se trouvait un cahier sur lequel étaient inscrits nos noms et prénoms. Devant celui qui devait, à côté du cahier, il avait laissé sans doute intentionnellement traîner un pistolet qui, j'en suis sûr à peu près, ne devait pas être chargé, mais qu'il nous tendait comme un piège. Que je trouvais un peu gros d'ailleurs. Quand vint mon tour, il me questionna. « Pourquoi es-tu là ?» Je lui débutais ma petite ritournelle, habituelle, tandis qu'il cherchait quelque chose en feuilletant son cahier. « Ah oui, tu es juif et terroriste !»« C'est faux. Je suis un bon chrétien baptisé, et je peux le prouver. Je n'ai jamais fait partie des groupes de terroristes. Tu mens. Tu n'es peut-être pas juif, mais tu viens du maquis. » Il regarda son cahier, fit une croix, et cria « Au suivant !» Je fus poussé sans ménagement par un maton vers la pièce où nous étions enfermés, et je me dis qu'avec ce double qualificatif, j'avais toutes les raisons d'être incrié pour mon avenir. Un prisonnier de droit commun sait qu'il va purger une peine de durée déterminée, mais qu'ensuite il sera libre. Alors que nous, les prisonniers politiques, nous savons qu'à tout moment nous pouvons être condamnés à mort, sans procès, sans même que nous en ayons été informés. Eh bien, c'est ce qui s'est passé en ce début du mois d'août 1944. Nous l'ignorons, mais quelqu'un d'entre nous devait être fusillé dans la cour de la prison le 13 août à l'aube. Les autres devaient être envoyés en déportation. Évidemment, nous l'ignorons, du moins je l'ignorais, comme la totalité des prisonniers à l'exception d'un d'entre nous, qui le 12 au soir passa de paillasse en nous demandant de ne pas nous déshabiller et de tenir nos chaussures à proximité de nous. Je ne saurais jamais s'il savait qu'une évasion se préparait, précisément pour le 13 au matin, ou bien si c'était un mouton qui participait à ce qui était programmé par la milice pour ce même 13 août à l'aube. Il avait simplement dit que cette nuit, il allait se passer quelque chose et que nous devions nous tenir prêts. Cette nuit-là, peu de prisonniers fermèrent l'œil et les heures passaient dans le silence de la nuit coupé par le carillon d'une lointaine église qui égrenait les heures. 4 heures du matin sonnaient et nous étions tous sur le qui-vive. Au loin, on entendait le bruit du train, d'un train qui manœuvrait, peut-être celui qui devait nous emmener à Dachau ou ailleurs, mais nous l'ignorons, et l'oreille aux aguets, je reste attentif au moindre bruit anormal. Soudain, dans le silence absolu de la nuit, le ronronnement d'un moteur de voiture se fit entendre. Un mot d'ordre venu de je ne sais où circula de bouche à oreille. « Habillez-vous, vite,
Et sans un mot, une grande agitation silencieuse s'empara de la chambre. Mon père me demanda si j'étais prêt, et je lui fis signe que oui. Chacun se recoucha sur sa paillasse et nous attendions. Mais qu'attendons-nous? La liberté ou la mort? Il y a dans la vie des instants où le cœur bat à tout rompre, où la tête fait mal, où trop irrigué ne semble plus répondre, car votre propre corps ne vous appartient plus, ne réagit plus. C'est du moins ce que j'ai ressenti durant quelques secondes. Des bruits de bottes dans le couloir, suivis par le bruit d'une clé qui tournait dans la serrure, me fit reprendre mes esprits. Et je me précipitai vers la porte qui s'ouvrit brutalement. Dans le couloir, il y avait un gardien et 2 soldats allemands, pistolet à la main. J'étais parmi les premiers. Il faisait sombre dans le couloir, mais presque aussitôt que la porte avait été ouverte, je l'avais reconnu. Je l'avais reconnu, ce soldat allemand. Devant moi, les armes à la main. C'était Fromentin. C'était Fromentin, un gars que je connaissais pour l'avoir souvent rencontré, place de Jaune, là où nous traînions souvent entre midi et 2 heures, quand j'allais au lycée. Je ne pus m'empêcher de dire son nom. En arrivant devant lui, il y avait dans ma voix de la surprise mêlée d'inquiétude. Il me regarda, me reconnut, et me fit signe de filer vers le fond du couloir, vers la liberté, car il ajouta « Je ne suis pas comme tu dis, maintenant je m'appelle » et il me donna son nom de maquis que j'eus le temps de saisir, car la bousculade devenait féroce et je fus littéralement propulsé par la foule jusqu'à la sortie. Arrivé sur la place devant la porte de la prison, je m'arrêtai pour attendre mon père, qui me rejoignit très vite. « As-tu vu, maman » demandai-je. « Non, mais j'espère qu'ils ne vont pas laisser les femmes dedans. » Un maquisard vint vers nous, pour nous faire bouger, et nous montra les camions. Mais mon père demanda « Et les femmes ? Et les femmes, il faut les sortir aussi !» T'inquiète pas, elles arrivent, on ne les a pas oubliées, mais maniez-vous de sauter dans les camions, car on ne va pas pique-niquer ici. On traversa la place en courant, je sautai dans un des camions qui nous attendait. Sur la plateforme, il y a 2 gars armés qui nous aidèrent à grimper, je restai à l'arrière pour voir si ma mère allait passer. Dans la lumière du jour qui pointait à peine, je la vis au milieu des autres femmes, pour la plupart encore en chemise de nuit, et j'allais sauter du camion pour aller l'embrasser, quand soudain les 2 maquisards relevèrent le wagon et le camion démarra. Au bruit que firent les moteurs, je compris que toute la colonne s'ébranlait et que ma mère devait être dans un autre camion, pas très loin derrière nous. Il devait être 4h30 au maximum, et toute l'opération n'avait pas duré plus de 15 à 20 minutes. Ce qui était le plus surprenant, c'est que les Allemands, dont la caserne se trouvait juste derrière la prison, n'aient pas bougé. La rapidité avec laquelle l'opération s'était effectuée avait sans doute été telle que personne n'avait réagi pour donner l'alerte, mais nous étions encore dans Riom et tout pouvait encore se produire. La liberté retrouvée me redonna toute ma fougue et mon enthousiasme de jeunesse. Maintenant, je voulais bien mourir, mais les armes à la main, en combattant, et non en mouton qu'on égorge. Comme j'étais assis à côté de 2 gars armés qui restaient prêts à faire feu au cas où nous serions poursuivis, je demandais à l'un d'eux de me passer une arme. « Tu sais t'en servir ?» J'étais au mouché. « Alors prends la stène qui est sous mon siège, mais ne tire pas sans mon ordre. » Mais où va-t-on ? À la campagne. Le camion roulait vite, le jour se levait, et j'avais l'impression que nous quittions peu à peu Riom, quand tout à coup, il y eut comme une bagarre au fond du camion. Un homme debout venait de donner un grand coup de poing à un homme assis qui se tenait la tête entre les mains. Un des 2 maquisards qui étaient à mes côtés demandait un peu inquiet ce qui se passait. L'homme debout se tourna vers nous et à la cantonade cria qu'il ne fallait surtout pas le laisser partir, qu'il allait se charger de lui dès que l'on serait arrivé. À voix plus basse, il expliqua que le type qui venait de frapper était un agent de la Gestapo qui l'avait torturé quand il avait été interrogé à avenue de Roya et qu'il n'était pas prêt d'oublier. « T'aurais mieux fait de rester dans la prison », ajouta-t-il en lui balançant un nouveau coup de poing. Un des 2 maquisards se rendit alors vers le fond et s'assit sur le banc en face du mouton, présumé en disant qu'on réglerait l'affaire avec le commandant dès qu'on serait sorti de l'auberge, car on n'était pas encore en sécurité. S'adressant au mouton, il ajouta « Tu fais un geste pour t'enfuir, je tire, c'est clair ». Cet incident me remit en mémoire qu'au moment de sortir de la chambrée, j'avais vu 1 ou 2 prisonniers qui visiblement ne se pressaient pas pour sortir, restaient même près de fenêtres du fond, qui furent finalement entraînés par les autres vers la sortie. Dans la confusion qui régnait, je n'y avais pas prêté attention, car j'avais d'autres soucis. Après 1 heure de route, sans autre incident, j'aperçus le viaduc des Fades. Décidément, j'étais abonné à Eiffel,
car au maquis, j'étais tout à côté du viaduc de Garabi. Très grande émotion. J'appelle les jeunes à venir me rejoindre. L'ensemble des jeunes qui ont fait le parcours mémoriel de Chambonnet à Saint-Georges, l'ensemble des jeunes à venir me rejoindre. Le garde est neutralisé. Archambault coupe le connecteur des lignes téléphoniques. Les maquisards bouclent les hommes de service dans une cellule. Le directeur de la prison est conduit sans ménagement au premier étage où se trouvent les cellules des détenus abasourdis par l'intrusion de 24 jeunes maquisards en armes. Toutes les portes sont ouvertes au cri de ralliement de Maquis, Maquis. On récupère au passage les armes des gardiens, mousquetons, revolvers, mitraillettes ou munitions. Sidérées, les femmes hésitent un instant à sortir. La mère d'Yves Jarl, qui reconnaît son fils sous le déguisement allemand, entraîne les détenus vers la sortie. Ils s'engouffrent dans les cars et les camions qui les attendaient devant la prison pour les emmener en sécurité au camp de Chambonnet. Une explosion retentit dans la cour. Une grenade diamant lancée par un corps franc marque la fin de l'action. L'opération a duré à peine un quart d'heure, sans une goutte de sang versée. C'est une totale réussite. Discours de M. le maire d'Orion Perpécoul, représenté par Jean-Pierre Boisset, adjoint à la culture. Bien, bonsoir tout le monde. Monsieur le préfet, Madame la sous-préfète, Madame la députée, Monsieur le conseiller régional, représentant le président du conseil régional, Mesdames et Messieurs les vice-présidents représentant le président du conseil départemental, Mesdames et Messieurs les élus municipaux, Messieurs les présidents des associations des anciens combattants et des victimes de guerre, des résistants, des déportés et des médaillés militaires, Messieurs les responsables de section de Riom, de la Légion d'honneur et de la médaille nationale du mérite, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles, militaires et religieuses, chers jeunes gens et chers amis. Avant de commencer ce discours, j'aimerais que nous excusions notre maire Pierre Pécoul, qui pour des raisons personnelles ne peut pas être avec nous ce soir. Donc, je remercie néanmoins mon collègue et ami Didier Laroffi, qui officie en qualité de maître de cérémonie. Je remercie évidemment également les organisateurs de cet événement qui a démarré en tout début d'après-midi à Sauvé-de-Serve, au lieu-dit Chambonnet, puis qui s'est prolongé à Saint-Georges-de-Mons avant de se clore ici ce soir à Riom. L'événement qui se tient aujourd'hui est en effet à l'initiative de 3 communes, Sauvé, Saint-Georges et Riom. Ces 3 communes ont décidé de recomposer aujourd'hui, 80 ans après et jour pour jour, l'itinéraire que suivit le commando FTP Mur qui, par un exceptionnel coup de force, libéra ici même, dans cette prison, plusieurs dizaines de prisonniers promis à la déportation et à la mort. Je tiens d'abord à remercier les bénévoles qui ont aujourd'hui
participé à la reconstitution de l'entrée dans la prison, et en particulier les 3 petits-fils, Souzy, Hasbouk et Bach, qui ont joué le rôle qu'endossa véritablement 80 ans plus tôt leurs grands-pères respectifs. Je remercie également au nom des organisateurs, M. Jérôme Despal de l'association Souvenir de l'Espinasse et M. Pierre Morand pour son concours au volant de cette action. En 2023, dans le cadre d'un partenariat avec l'EFCAM, vous le savez tous, c'est l'école de cinéma et d'audiovisuel qui est installée à Riom, nous avons réalisé ici même un court-métrage reconstituant la scène du commando entrant dans la prison. Cette année, c'était à votre tour de jouer cet épisode, et je dois le dire, vous l'avez fait avec beaucoup de brio. Si nous avons pu reconstituer cette scène, c'est grâce au récit qu'en ont fait les témoins et les acteurs, en particulier Jean Bach, mais aussi M. Jean Zimmermann, qui nous fait aujourd'hui l'honneur de sa présence et dont le témoignage que nous avons entendu de l'intérieur de la prison a été particulièrement émouvant. Émouvante fut également la lecture des textes que nous avons entendus à la suite du témoignage de M. Zimmermann, des textes lus par des jeunes qui sont aujourd'hui un petit peu du même âge qu'avait M. Zimmermann lorsqu'il fut libéré de cette prison de Riom au petit matin du 13 août 1944. Oui, entre Jean Zimmermann et ces 3 jeunes, je dirais ados, comme entre les acteurs du 13 août 1944 et ceux du 13 août 2024, se dresse un lien qui traverse les générations. Ce lien, c'est celui de la mémoire. Cette mémoire qui rassemble le vécu commun d'un groupe en le gardant présent. Une mémoire qui transcende les âges, mais aussi les frontières de nos territoires et de nos localités, celle qui s'est construite sur les récits des acteurs de l'époque, où l'émotion se mêle encore aux souvenirs. Il est rare en effet que plusieurs communes s'associent pour retracer l'événement commémoratif. Or, ce 13 août 1944, ce n'est pas seulement Sauvé, Saint-Georges ou Riom qui furent le théâtre de cet acte héroïque, mais bien les 3 à la fois. Et au-delà de ces 3 villes, tout le pays de Riom. Je pense en particulier à Saint-Bonnet-Près-Riom qui fêtera dans quelques jours la cérémonie d'hommage aux fusillés du corps franc des truands, où s'élève, comme vous le savez aujourd'hui, un monument. Son maire, Denis Rougeron, nous a fait part de son souhait de s'associer à notre cérémonie commune. Cela n'a pas été possible cette année en raison d'une journée déjà dense. J'espère que nous aurons à l'avenir l'occasion d'associer encore plus de communes à ces temps commémoratifs pour leur donner la portée qu'ils méritent. D'un 13 août à l'autre, de celui de 1944 à celui de 2024, se dresse donc ce lien de la mémoire. Un lien puissant et visible, mais qui ne laissera jusqu'alors que peu de place à l'histoire. Aujourd'hui, ce vide est en partie comblé grâce au travail remarquable d'une historienne bien connue de nous tous, une passionnée, toujours souriante et dévouée. J'ai nommé Françoise Fernandez. Françoise, avec l'appui du maire de Saint-Georges-de-Mons, M. Julien Perrin, et les élus de Sauvé, aidés par une autre figure riomoise non moins souriante, mais tout aussi dévouée, Marianne Barnier. Je ne la vois pas, Marianne, elle est là. Donc, ensemble, ils se sont plongés dans d'innombrables pages et photos d'archives pour en tirer un fond de vérité. Ce travail historique et scientifique n'enlève rien à la portée symbolique de ces événements, mais au contraire, il est faut s'élever encore plus haut, au simple rang de mythe, mais à ce prestigieux de moment historique. L'action héroïque du 13 août, à n'en pas douter, fut l'un de ces moments qui marque et marquera pour longtemps les consciences collectives. Nous les remercions tous pour le travail accompli, mais je n'oublierai pas le service communication de la ville de Riom, en particulier donc Jean-Philippe et Oriane, qui ont donné à ce récit historique
toute la forme qu'il mérite. Si le 13 août 1944 ne fit certainement pas basculer le cours de la guerre, il constitua néanmoins un événement marquant pour le pays de Riom. 80 ans après, notre présence le prouve, cet écho n'a pas faibli. Il trouve même aujourd'hui à s'exprimer auprès des plus jeunes dans une authentique démarche de transmission, rassemblant ainsi dans un même élan la fierté de notre pays et la passion de notre drapeau. C'est la vocation même de cette exposition que vous découvrirez à l'intérieur de la maison d'arrêt, et c'est bien ces témoignages sur ses propres murs qui lui donnent toute cette force historique. Donc je vous rappelle que vous pourrez retrouver cette expo pour les Journées du patrimoine du 21 au 22 septembre prochain. Donc enfin, et pour conclure, au nom du maire de Riom et de l'ensemble de mes collègues élus et de tous ceux qui de près ou de loin ont participé à cette journée, je vous invite à visiter la maison d'arrêt pour vivre ou revivre pour certains ce moment de notre histoire. Et comme il se doit, après ces visites, je vous donne rendez-vous à l'école de musique pour profiter d'un verre de l'amitié. Merci à tous de m'avoir écouté. Vive la République et vive la France. Discours de M. Joël Le Turin, préfet du Puy-de-Dôme. Monsieur le maire, monsieur l'adjoint au maire, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, madame la députée, mesdames et messieurs les élus, madame la sous-préfète, chers collègues, monsieur le président du Souvenir français, mesdames et messieurs les présidents de l'association d'anciens combattants, monsieur Zimmermann, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, autorités civiles et militaires, chers habitants de Riom et des communes voisines. L'histoire que nous venons tous de revivre aujourd'hui, une histoire de solidarité, d'abnégation, nous oblige toutes et tous. Elle nous oblige à ne rien oublier de ces patriotes prisonniers qui auraient pu payer au prix le plus fort leur engagement pour la liberté. À ne rien délaisser de l'héritage de ces hommes et de ces femmes qui ont risqué leur vie pour libérer leurs camarades. Le président de la République a souhaité que cette année soit l'opportunité d'accorder une attention particulière aux vies des femmes et des hommes de la résistance. Ici, à Riom, comme partout dans le Puy-de-Dôme, le 80e anniversaire de la libération de notre pays est l'occasion pour nous de redoubler nos efforts pour entretenir la flamme du souvenir, pour nous rassembler autour du récit parfois douloureux, toujours héroïque de ces hommes et de ces femmes. Pour ne rien perdre, ni de leur histoire, ni de leur espérance. J'aimerais remercier tous ceux qui, aujourd'hui, mais aussi toute cette année, 2024, nous permettent de nous réunir dans des lieux marqués par l'histoire pour commémorer nos héros. Et c'est le sens de mon déplacement ici, à Riom. Monsieur le maire de Riom, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les maires, ce sont d'abord vos efforts qui font vivre sur vos communes les lieux et événements du souvenir. Grâce à vous, 31 projets dans le Puy-de-Dôme sont labellisés ou en cours de labellisation par l'État dans le cadre du cycle mémoriel des 80 ans de la libération. Nous vous en sommes pleinement reconnaissants. J'exprime aussi toute ma gratitude pour les associations comme le Souvenir français qui font de la commémoration leur raison d'être.
Ces cérémonies ne seraient sûrement pas possibles sans vos efforts d'entretien des monuments, de mobilisation lors des cérémonies et de transmission du souvenir. Ce 80e anniversaire de la Libération est aussi animé par le soutien de l'Office national des combattants et des victimes de guerre, acteur majeur de la politique mémorielle du ministère des Armées. Il assure, sur notre territoire et sous mon autorité, la survie de la mémoire citoyenne. L'ONAC-VG valorise et gère nos nécropoles. Il organise des événements et des expositions afin de mieux faire connaître l'héritage des femmes et des hommes à qui nous devons tant. Surtout, il entretient la flamme du souvenir en donnant aux plus jeunes l'exemple de ces combattants de la liberté. Je tiens donc à saluer le travail partenarial que mène avec constance la direction de l'ONAC-VG, et saluer son directeur, M. Farguetas, et l'ensemble des membres du réseau autour de l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Cet effort est essentiel, c'est la jeunesse qui assure la relève de notre volonté de ne jamais oublier. J'exprime donc aux jeunes, ici présents, toute notre reconnaissance. De manière générale, leur dire que nous faisons leur part, nous les adultes aujourd'hui, mais ils auront eux aussi à l'avenir à faire leur part. Je veux saluer l'ensemble des citoyens qui animent ou assistent à nos cérémonies mémorielles. Sans notre volonté, sans votre volonté d'être présents ici, les efforts des acteurs, des associations, des élus, des maires seraient vains. Les cérémonies sont celles de tout le peuple de France. C'est tous les pays qui doivent se rassembler autour du souvenir de ceux qui ont lutté pour nos valeurs. Enfin et surtout, je veux remercier en notre nom à tous et avec solennité M. Zberman, Mme Batteux aussi, pour votre présence et pour votre témoignage. C'est un honneur pour nous d'avoir pu écouter votre poignant témoignage. Un grand honneur. Plus que jamais, nous devons être attentifs au message que portent les témoins de notre histoire. Monsieur Zberman, votre présence ici, votre récit nous honore, votre récit, nous nous engageons à ne jamais l'oublier. Plus que jamais, nous devons entretenir le souvenir de tous les héros de la résistance dans tout le territoire qu'ils ont marqué de leur courage et de leur détermination. Plus que jamais, nous devons faire leur idéal, leur espérance républicaine. Cette libération de 114 patriotes sans une goutte de sang est une leçon inoubliable de solidarité et de faire ensemble contre la haine, contre la barbarie, contre la division des hommes et des femmes. Ils ont répondu par la fraternité, par l'humanité et par l'unité. Faisons corps avec leur héritage et rappelons-nous ces mots forts de Victor Hugo. C'est par la fraternité que nous sauvera la liberté et l'égalité. Vive la République et vive la France!
Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh oui, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh oui, les tueurs à la balle ou au couteau, tuez vite. Oh oui, saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons contre nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère. Il y a des pays où les gens ont cru les lits font des rêves. Ici, nous faut-tu, nous marcher ou nous tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain du savoir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit la liberté nous écoute.
Merci beaucoup. La Marseillaise. Entendez-vous dans les campagnes mugissent et féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos campagnes. Aux hommes citoyens, fermez vos bâtiments, marchons, marchons. La cérémonie est maintenant presque terminée. J'invite les officiels à remercier les porte-drapeaux. Fermez le banc. Ouais.